Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Anthony Berthoud, l'un des meilleurs spécialistes français de l'alimentation. Auteur de nombreux livres, conférencier, micronutritionniste, forcément, nous avons parlé de diététique. Quel groupe d'aliments éviter, lesquels favoriser, et pourquoi la meilleure diète du monde sur le papier ne donne pas forcément les meilleures performances. L'épisode est comme le précédent un peu technique, mais nul doute que les ouvrages d'Anthony vous aideront à aller encore plus loin. Bonne écoute. Salut Anthony, comment ça va aujourd'hui? Salut Rudy, ça va très bien, merci, ravi de passer un petit peu de temps ensemble là, pour échanger autour je pense, d'un sujet qui nous parle à tous les deux, qui est la nutrition et le sport en particulier. D'ailleurs, tu sors d'une séance de natation, tu me disais à l'instant. Ouais, c'était un peu à la course et c'est vrai que je fais souvent mes séances entre midi et deux parce que c'est un moyen pour moi de couper, on va dire, et puis de repartir sur une autre demi-journée comme si c'était une journée à part entière. Donc j'aime beaucoup faire ça. Et voilà, donc je suis sorti de l'eau il y a une demi-heure à peine, tu vois. De ce que j'ai compris, toi, tu as été en équipe de France junior de triathlon. Alors oui, il y a très longtemps, hein, c'était dans les années fin des années 90. Et puis Ah merde, t'es si vieux que ça alors? je vais pas répondre à cette question. J'ai 42 ans, donc voilà. Ah, ça va, ça va. Ça va encore? Non, non, j'étais tout jeune quand je faisais effectivement du sport à haut niveau. Et puis j'ai eu pas mal de pépins de santé déjà à l'époque, ce qui fait que j'ai arrêté le tri pendant très longtemps, pendant une bonne dizaine d'années quasiment. Et puis après, j'ai repris plutôt sur du long, format Ironman ou autre. Et puis j'ai eu une autre série de pépins de santé, ce qui fait que j'ai mis de côté complètement la compétition pour vraiment en profiter. Au sens de la santé, du plaisir et du bien-être, et plus du tout sur des challenges sportifs, même si c'est forcément quelque chose qui manque un petit peu, quoi. Qu'est-ce qui t'est arrivé comme pépin physique pour arrêter le triathlon de haut niveau? Alors, ouais, c'est une longue histoire, mais Je suis prêt, dis-moi tout. sur peut-être la dernière partie qui est parce qu'elle concerne, je pense, de plus en plus de personnes, c'est ce qu'on appelle la maladie de Lyme. Ah Euh, merde. ouais, j'ai eu donc ce qu'on appelle techniquement la borréliose, donc c'est la bactérie, la Borrelia, qui est à l'origine de la maladie de Lyme, mais en fait on parle plus précisément pardon, de MVT, de maladie vectorielle à tique, c'est-à-dire que quand une tique te pique, tu peux avoir la Borrelia, qui est la bactérie donc principale, mais aussi d'autres parasites, d'autres bactéries. Et malheureusement, dans mon cas, j'ai eu le trio des bactéries qu'il faut plutôt éviter. Et ça a commencé par une méningite, quelques mois à peine après avoir fait un Ironman. Pareil, j'ai eu une rhabdomyolyse d'effort au bout de 10 minutes, alors que j'avais fait un effort très long avant et tout s'était bien passé. Et puis ça a été des péricardites à répétition. Ça a été jusqu'à la paralysie du côté gauche, notamment au niveau facial. Donc, ça a été assez sérieux, mais c'est surtout une pathologie qu'on a du mal à traiter quand elle est présente sous sa forme chronique. C'est-à-dire que quand tu as ce qu'on appelle un érythème migrant, donc la forme caractéristique c'est une auréole avec rouge, on va dire, de quelques centimètres de diamètre. Et donc, dans ce cas-là, on est traité par antibiotiques assez rapidement. Et malheureusement, si tu ne vois pas cet érythème, soit parce qu'il est mal placé, soit parce que ça peut ne pas apparaître, et ben la bactérie va s'installer au cours du temps et là ça devient malheureusement délicat de l'éradiquer. Donc on apprend à vivre avec des hauts et des bas, et d'où le fait que c'est vrai que le sport de haut niveau est plus du tout d'actualité quand c'est comme ça, quoi. Comment t'as attrapé ça? Eh ben, je sais pas. Je pense par une tique. Je m'en suis pas rappelé sur le moment. Et c'est marrant d'ailleurs à quel point le cerveau oublie des fois certaines choses, parce que j'ai eu un jour un flash après coup, en fait, où je me suis dit, mais si, j'avais bien un érythème au niveau de la cheville d'ailleurs. Et c'est là où j'ai eu confirmation que j'avais bien eu cette piqûre, mais pendant très longtemps, je me souvenais absolument pas. Alors que je l'avais prise en photo, j'ai retrouvé des photos. C'est là où j'ai que le cerveau est étonnant, parce que il peut vraiment oublier des choses qui sont très concrètes. Alors sans rentrer dans tous les détails, parce qu'on pourrait en parler tout au long du podcast, mais la problématique en France, c'est qu'on va utiliser une sérologie, une prise de sang, avec une méthode qu'on appelle la méthode ELISA,
qui peut ne pas donner de résultats positifs dans certains cas. On estime dans 40 à 50% des cas, on peut avoir des faux négatifs. Et on a d'autres tests qui existent, qu'on appelle des Western blot ou des ELISpot, etc., mais qui ne sont pas pratiqués. En fait, ils sont pratiqués dans d'autres pays en première intention. En France, ce n'est fait qu'en deuxième intention, quand ta première prise de sang, la sérologie ELISA, est positive. Donc, ça veut dire que si c'est négatif, tu es pas amené à faire ces autres tests. Et c'est dommage parce que ça permettrait, je pense, à beaucoup de personnes d'éviter de tomber dans une forme chronique de Borrelia, ce qui a été mon cas, puisque j'ai été hospitalisé plus d'une dizaine de fois et à chaque fois, à 2 reprises, on avait fait les tests ELISA qui étaient négatifs. Et il s'est avéré que quand j'ai fait les autres tests, pour le coup, j'étais non seulement positif à la Borrelia, mais aussi, encore une fois, à d'autres bactéries. Donc, c'est un vrai sujet de fond, en France en particulier, pour le diagnostic et la prise en charge de ces infections chroniques, quoi. Et ça veut dire que là, toi, tu as ça chroniquement et donc par intermittence, tu fais des crises. Voilà, on peut résumer comme ça. C'est en fait tout le cœur du sujet, c'est de renforcer l'immunité au maximum pour faire en sorte qu'on cohabite entre guillemets avec cette infection. On parle beaucoup d'infections froides aujourd'hui ou de crypto-infections qui se retrouvent dans d'autres types d'infections. Hein. Quand tu as par exemple le BV, donc l'Epstein-Barr virus, qui est assez commun en fait. Les gens sont porteurs et malheureusement, pour une raison ou pour une autre co-infection, peut-être une infection virale ou autre, finalement le BV va se réactiver et c'est un peu la même chose pour la borréliose, c'est que quand quand tu es en faiblesse immunitaire, la bactérie peut reprendre le dessus et effectivement, c'est comme des situations de crise, ouais, tout à fait. Est-ce que c'était pépins physiques qui t'ont amené à t'intéresser à la nutrition? Non, c'est alors j'ai un copain et je l'utilise souvent comme exemple parce que j'avais bien aimé son expression qui me dit que je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est-à-dire que effectivement, vers 12-13 ans, je me suis mis à m'intéresser très tôt à la nutrition, alors plutôt sous l'angle de performance pour le coup. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a tout de suite passionné. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'en faire mes études et mon métier, et en particulier dans le sport historiquement en tout cas. Donc non, c'est quelque chose qui m'a suivi depuis très longtemps. Ça fait une trentaine d'années que je m'y intéresse. Et donc c'est plus le sport qui a été mon point d'entrée, quoi. Comment ça fait que tu t'es intéressé à la nutrition? Parce que j'imagine que quand tu étais en équipe de France de triathlon junior, que tu t'entraînais beaucoup, même auparavant, tu avais déjà des conseils qui étaient peut-être donnés par les entraîneurs, soit de club, soit de la fédération. Ouais, alors, Et... ouais, pardon, vas-y. Je me dis, non, et je me disais, bah donc, tu avais déjà les informations peut-être. Ouais, alors moi à l'époque, je n'étais pas du tout encore en haut niveau. Hein. Bah, je n'étais pas en tout cas en équipe de France junior. Quand j'avais 12-13 ans, c'était vraiment le début pour moi de la pratique du triathlon. Donc c'est un sujet peut-être parmi d'autres. Tu vois, pour certains, ça aurait été le matériel, peut-être la prépa mentale. Alors à l'époque, on en parlait encore peu, ou le sommeil. Et moi, c'est tombé sur la nutrition. J'ai eu effectivement j'ai souvenir de quelques échanges avec. Alors j'avais des cyclistes pros avec qui je roulais, par exemple, qui s'intéressaient beaucoup à ce sujet à l'époque. Effectivement, mon entraîneur aussi de l'époque, mais c'est un sujet pour lequel j'ai eu une affinité forte tout de suite. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, là, on se replace encore une fois dans les années 90. On était, je ne vais pas dire qu'on était au balbutiement, mais par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même une forte évolution des connaissances de la science à ce niveau-là. Et on était dans une approche qui était très calorique, très énergétique. Et en particulier dans le sport où c'était manger des pâtes et encore des pâtes, Ouais, quoi. c'est ce que j'allais te dire, moi, de Voilà. mémoire, les ouvrages que j'ai retrouvés de l'époque que mon père avait, c'était surtout les régimes très très riches en glucides, quoi. Voire les régimes un peu dissociés, où vraiment on mangeait des glucides, mais à crever, quoi. Ouais, c'était. Alors, tu avais le principe du RDS, du régime dissocié scandinave, Voilà, c'est ça que j'avais en tête, voilà, exactement. qu'on connaît très bien donc, dans le monde de l'endurance, sur lequel on est fortement revenu, mais c'était effectivement un peu à la mode à ce moment-là, comme on avait le modèle du professeur Kreff, donc on appelait le 421 GPL, mais voilà, Ah on est un peu. oui? Ah oui, je me souvenais plus, ouais, bien sûr. Donc, c'est les ancêtres des recommandations nutritionnelles, mais qui sont valables aussi pour certains aspects encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on était très orienté sur l'approche glucidique.
parce qu'on considérait, et là je parle de l'endurance parce que c'était mon domaine d'avantage, mais que c'était le facteur limitant de la performance. Donc on essayait de trouver toutes les solutions pour optimiser, voire surcompenser ce stock de glycogène, et au détriment en fait des autres filières, au détriment des autres facteurs qu'on pouvait optimiser. Donc après je dirais que à chaque époque on a des régimes ou des modèles. Donc voilà, c'était intéressant. Je me rappelais de situations où c'était manger les pâtes avec le ketchup parce qu'il fallait éviter l'huile ou la matière grasse. C'était la salade avec du vinaigre, surtout pas avec de l'huile parce que là aussi c'était de la graisse. Quand on regarde avec un peu de recul aujourd'hui, on va trouver ça aberrant d'un point de vue physiologique ou biologique, mais c'est vrai que c'est des pratiques qui étaient bien ancrées. Il y avait beaucoup de croyances à cette époque-là aussi dans le monde de la nutrition comme aujourd'hui, mais peut-être encore plus marquées, je pense. Est-ce que tu as eu l'occasion, avec tes problèmes, d'appliquer ce que tu apprenais en nutrition sur toi quand même et d'en voir les bénéfices sur la performance? Oui, alors après, encore une fois, la performance, celle d'aujourd'hui, elle est très relative, hein. C'est la pratique pour du bien-être et à mon niveau du quotidien, hein, plus du tout sur la compétition ou autre. Mais c'est là où je dis que la vie est quand même sacrément étonnante parce que en fait, j'ai commencé à enseigner à l'école polytechnique de Lausanne il y a une petite dizaine d'années sur ce qu'on appelle les enjeux mondiaux de l'alimentation, les projections 2050, et notamment sur toutes les approches écologiques, géopolitiques, sanitaires, etc. Et donc, je me suis énormément intéressé au réchauffement climatique, à la perte de biodiversité. Et j'avais à côté de ça tout mon bagage sur la partie de l'inflammation de bas grade et ce qu'on appelle la dysimmunité, donc les troubles immunitaires. Et en fait, la borréliose, donc la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est caractéristique d'une part d'un affaiblissement immunitaire global des populations et d'autre part d'une augmentation du nombre de tiques et de tiques infectés, notamment à cause du réchauffement climatique et la perte de prédateurs par altération de la biodiversité. Donc, je me retrouvais à devoir expérimenter exactement les deux domaines entre guillemets d'expertise dans lesquels je travaillais à titre théorique et professionnel, quoi. Donc, il a fallu que je passe par l'expérience au-delà de la théorie, quoi. Donc, Tu sais, intéressant. aujourd'hui, on entend beaucoup parler du microbiote, de l'intestin comme étant un peu le siège de l'immunité. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Quel est ton avis sur le sujet? Alors oui, c'est une vaste question. Ouais, c'est une vaste question, mais c'est vrai qu'on entend souvent ça. Alors, est-ce que c'est vrai à plus ou moins 80%, à 50%? Ouais, alors c'est plus si on parle de pourcentage, on a l'habitude de dire que à peu près 70% de l'immunité. Ah, alors attends, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ouais, j'ai eu un problème on m'a dit que alors j'ai apparemment euh, je croyais que c'était le logiciel qui buguait, mais non, Non, c'est tout bon. t'inquiète. Ouais, ok. Donc, on dit souvent que 70% de l'immunité mûrit, entre guillemets, au niveau de l'intestin, parce qu'on a, plus que le microbiote, un écosystème, et on parle souvent de trépied entre la muqueuse, le système immunitaire intestinal et le microbiote. Effectivement, le microbiote, c'est à peu près 40 000 milliards de bactéries. Ta muqueuse, ça va être 200 à 300 mètres carrés de surface. Et donc, au niveau immunitaire, on a une quantité incroyable de cellules immunitaires dans les plaques de Peyer, on a les cellules dendritiques. Bon, bref, on a énormément de types on va dire, de foyers immunitaires au niveau intestinal, parce que c'est une porte d'entrée potentielle de pathogènes qui est très importante entre le milieu extérieur, donc qui va être la lumière intestinale, et puis le milieu intérieur. Donc, on a des sentinelles qui sont bien présentes et effectivement qui vont en plus jouer un rôle d'équilibre entre la tolérance immunitaire, parce qu'en fait, on est confronté à des bactéries qui sont non pathogènes au niveau du microbiote, et pas que des bactéries d'ailleurs, à des peptides alimentaires, donc il faut tolérer tout ça, et sinon on déclenche des hypersensibilités, voire des pathologies auto-immunes si on parle de réponse contre des protéines du soi, mais en même temps, on doit avoir une défense suffisante pour éviter les infections. Et c'est cet équilibre qui est très
très subtile se fait entre autres au niveau du microbiote. Donc, on a effectivement beaucoup de publications qui sont apparues là sur la dernière décennie entre le microbiote et un certain nombre de pathologies dites de civilisation, dont les dysimmunités. Donc, soit d'un côté les susceptibilités aux infections, soit de l'autre côté les hyperréactivités et encore une fois potentiellement les maladies auto-immunes. Mais au-delà du microbiote, en fait, c'est la muqueuse de l'intestin qui va jouer un rôle important dans la mesure où, en fait, pour beaucoup de facteurs, on peut altérer son intégrité au niveau de certaines zones qu'on appelle les jonctions serrées des entérocytes, qui sont les cellules intestinales. Et pour caricaturer, en fait, cette muqueuse peut devenir une toute petite passoire qui va laisser passer certains peptides alimentaires. C'est là où on parle beaucoup du gluten, des caséines de lait, par exemple, ou alors certains fragments de parois de bactéries du microbiote. Et en fonction de notre prédisposition génétique et de ce type de peptides et d'autres facteurs associés, on peut déclencher une réponse inflammatoire locale qui va se communiquer à l'ensemble de l'organisme par des médiateurs qu'on appelle les cytokines et peut être du coup le point de départ d'état d'inflammation de bas grade chronique, y compris de troubles au niveau immunitaire. Donc, c'est une réalité, ça c'est évident. Par contre, c'est une logique qui est systémique, qui est multifactorielle. Donc, c'est pas que le microbiote, en fait. C'est vraiment l'interaction entre ce trépied et d'autres facteurs qui font que, à un moment donné, cet équilibre, il peut basculer dans le sens de la désadaptation et des troubles fonctionnels, voire des pathologies, y compris les susceptibilités infectieuses. Ouais. Tu parles de la muqueuse donc qui s'altère. Tu parlais de gluten, de laitage. J'ai vu que tu avais une petite chaîne YouTube que ça fait longtemps que tu n'as pas mis à jour d'ailleurs. Où t'en parlais un petit peu. Ceux qui me suivent depuis longtemps avec mes sites Superphysique, qui ont les bouquins, tout ça, ils savent très bien que je suis pas spécialement pour le gluten et pas trop pour les laitages de manière basique. Est-ce qu'il y a d'autres pas aliments, je sais pas comment on pourrait dire, d'autres protéines, parce que là c'est surtout des protéines qu'il faudrait éviter pour cette muqueuse, ou est-ce qu'il y a d'autres substances dont on n'imagine pas qu'elles interagissent justement de manière néfaste sur la muqueuse? Ouais, alors au niveau déjà du gluten et des caséines de lait, moi je suis pas universel dans la recommandation ou dans l'éviction. C'est-à-dire que pour moi ça dépend énormément de l'individu. Il y a des personnes. De quoi? Le lait c'est pas pour les veaux? Alors on va en parler après si tu veux en détail, mais ce que je veux juste dire par là, c'est que je suis pas quelqu'un qui va dire évitons absolument le gluten chez tout le monde, évitons absolument les produits laitiers chez tout le monde systématiquement. Ça veut pas dire que je suis pour l'un et l'autre du tout, mais j'aime beaucoup la nuance, j'aime beaucoup contextualiser un petit peu les conseils. Et si on prend ces deux sujets, pour être assez rapide, parce que ça pourrait demander du temps, pour le gluten, il y a effectivement le problème du gluten en tant que tel. On parlait de la perméabilité de l'intestin et on sait que c'est une protéine qui peut venir activer une protéine qui est présente au niveau de cette muqueuse qui s'appelle la zonuline et qui peut contribuer à cette hyperperméabilité intestinale. Mais dans le blé, aujourd'hui, on découvre un certain nombre de composés autres que le gluten qui peuvent poser problème. On a beaucoup parlé des FODMAP, donc qui sont des glucides fermentés cibles, et effectivement dans le blé, on a certaines catégories qui peuvent déclencher des inconforts digestifs. Donc on est vraiment sur une problématique plutôt d'ordre mécanique, sur des ballonnements, des gaz, des troubles du transit de manière générale, mais pas sur des réponses inflammatoires extra-digestives. Après, on a ce qu'on appelle les ATI, donc qui sont d'autres composés qui peuvent être à l'origine justement d'une réponse inadaptée au niveau immunitaire, au niveau inflammatoire, et qui est encore autre chose que le gluten à part entière. On a aussi d'autres peptides qu'on a identifiés comme étant le foyer d'une réponse inflammatoire possible. On a les pesticides, en particulier le glyphosate qu'on va utiliser dans une
une étape au niveau de l'agriculture qu'on appelle la dessiccation. C'est-à-dire que pour faciliter la récolte, en fait, on va mettre des pesticides, et donc notamment ce glyphosate, et parfois quelques semaines à peine avant la récolte, ce qui fait qu'on a des résidus de pesticides qui sont présents dans le blé, et ces pesticides peuvent interagir justement avec le microbiote. Sur le glyphosate, par exemple, on sait que plus de la moitié des bactéries sont sensibles aux effets du glyphosate. Donc en fait, quand on dit à quelqu'un d'arrêter de manger du blé ou du gluten, eh ben, il va arrêter de manger toutes les céréales qui contiennent du gluten, donc le blé, mais aussi parfois le seigle, l'orge, l'avoine, etc. Et la personne va mieux. Et effectivement, ça peut être grâce ou à cause, ça dépend comment on voit la situation du gluten, mais ça peut être lié aussi à d'autres facteurs qui sont présents dans le blé et autres que le gluten. Et après, voilà, c'est encore une fois une question multifactorielle au sens où en fait, souvent les personnes qui vont déclencher des réponses inadaptées vont aussi être sujettes à d'autres déséquilibres ou d'autres foyers inflammatoires. Et c'est ça qui est intéressant d'explorer à titre individuel pour essayer de personnaliser au maximum en fait la recommandation. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop exposé au gluten, c'est-à-dire qu'on en a énormément dans notre alimentation dite moderne. On en a dans plein d'aliments ultra transformés sans même s'en apercevoir parfois. On a un gluten qui a été hybridé, qui est devenu de plus en plus fort pour favoriser la panification, et donc qui peut aussi plus poser problème que des formes plus anciennes, hein. Et on voit d'ailleurs que quand on parle de petits épeautres, d'engrains, etc., en fait, c'est des céréales qui vont être intéressantes pour les autres facteurs que j'ai évoqués et pas uniquement par rapport au gluten, en fait. Donc, ça amènerait à une longue discussion, mais... En gros, de ce que je comprends, si on évite le blé, on évite déjà beaucoup de problèmes. Voilà, en fait, autre que le gluten, et qui peut être... Ce problème peut être gênant, on va dire, chez certaines personnes. Chez d'autres, ça sera un autre problème qui est aussi présent dans le blé. Donc, il y a le problème du gluten, mais pas que. Et pour le lait, effectivement, le lait est un aliment, tu le disais, pour les veaux. On va dire, si on parle de manière plus globale au niveau du monde vivant, le lait est un aliment de croissance. Et on se rend compte, notamment par rapport à cette notion d'insuline, en fait, hein, que ce sont des protéines qui sont ce qu'on appelle insulinotropes, c'est-à-dire qu'elles vont faciliter l'action de l'insuline à travers d'autres hormones qu'on appelle les incrétines, et tout simplement parce que c'est des protéines qui sont faites pour être consommées dans un contexte anabolique de croissance. Et on peut y voir beaucoup d'intérêt dans le monde du sport et notamment de la prise de masse, parce que effectivement, en post-effort et autres, ça a été beaucoup documenté, mais on se rend compte, notamment par rapport au BCA, qui est un domaine, je pense que tu connais très bien, qu'on peut faciliter l'insulinorésistance chez des personnes sédentaires, par exemple. Donc, on voit qu'un même postulat peut amener à des effets bénéfiques dans certaines situations, qui sont celui, par exemple, de la prise de masse ou de la récupération chez le sportif, et peut amener à des effets délétères chez une personne qui serait sédentaire. Donc, il y a pas que la question de la caséine laitière, il y a la question effectivement de la composition du lait de manière générale, et on parle aussi beaucoup de caséinomorphine ou d'exorphine, qui sont des composés dont la caséine, à laquelle on peut dire la caséine appartient, qui peuvent avoir des effets au niveau immunitaire en particulier, en tout cas sur la gestion de la douleur, ça a été pas mal documenté sur des troubles comme les troubles de l'attention, l'autisme. Bref, on voit qu'il y a énormément de sujets autour du lait, autre que simplement la caséine, qui, elle, effectivement, peut être impliquée dans le mécanisme de l'hyperperméabilité que je citais tout à l'heure. Donc là, c'est un peu comme le blé, c'est-à-dire que quand tu enlèves le lait, bah, tu enlèves un certain nombre de composés, autre que la protéine qui est un peu médiatisée, donc en l'occurrence la caséine, comme le gluten avec le blé, et qui font que au final la personne va mieux, quoi. Donc on se rend compte qu'effectivement c'est des aliments qui ont été énormément introduits dans l'alimentation en très peu de temps, hein, à l'échelle de l'évolution. Et d'ailleurs, quand on regarde l'un et l'autre, on parle beaucoup du néolithique comme étant la première révolution nutritionnelle. En tout cas, moi je la qualifie beaucoup comme ça, parce que
effectivement, il y a à peu près 10 000 ans, on a commencé à se sédentariser. Alors, rien à voir avec le terme qu'on peut avoir aujourd'hui, mais on est passé d'un modèle chasseur-cueilleur à un modèle où on a davantage cultivé, on s'est mis à élever et donc à vivre à proximité des animaux, donc à consommer effectivement davantage de lait, mais être exposé aussi à des pathogènes, hein, ce qu'on appelle des zoonoses, donc des infections qui sont liées à la consommation des produits animaux. Et puis autant avant, on était quelques individus en tant que chasseurs-cueilleurs, et s'il y avait une infection, on pouvait tous y rester, mais ça allait pas plus loin. Et là, quand on s'est mis à davantage se sédentariser, les infections pouvaient toucher, pour le coup, beaucoup plus de personnes, et donc avoir des impacts qui étaient plus délétères. Et quand je parle notamment du lait, on se rend compte que, en fait, là, on parle beaucoup de l'intolérance au lactose comme étant un problème. Et d'ailleurs, il y a souvent un abus de langage à ce niveau-là. C'est-à-dire que les personnes qui sont hypersensibles au caséine sont en général se qualifient comme étant intolérantes au lactose, alors que là, on est juste sur un déficit enzymatique qui fait que la personne va avoir des diarrhées, des ballonnements, et elle n'a pas de problématique d'ordre inflammatoire extra-digestif comme on peut avoir avec les caséines de lait. Donc, il y a souvent une grande confusion. Mais tout ça pour dire que quand on s'est retrouvé à boire effectivement des laits animaux qui n'étaient pas les laits de notre espèce, et ben, au final, les personnes qui avaient une lactase plus efficiente, même après 4-5 ans, étaient des personnes qui étaient moins susceptibles aux diarrhées. On savait que, pareil, hein, quand on voit les populations traditionnelles aujourd'hui, c'est quasiment 50% de mortalité à moins de 2 ans par rapport à des diarrhées notamment. Donc en fait, c'était un avantage sélectif extrêmement bénéfique, et ça nous permettait aussi d'extraire de l'énergie à partir du sucre du lait, ce que ne pouvaient pas faire des personnes qui n'avaient pas suffisamment de lactase. Donc en fait, il y a eu une sélection qui s'est mise en place au cours du temps chez les individus qui étaient capables de mieux tolérer ce lactose, et qui a été bénéfique dans ce contexte. Simplement, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les mêmes besoins. On est dans une société d'abondance. Et on se retrouve avec des problématiques qui finalement étaient un avantage à un moment donné. C'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de mismatch hypothesis ou les maladies des adaptations évolutives, c'est-à-dire que ce qui nous a permis d'évoluer positivement à un moment donné peut aujourd'hui se retourner contre nous et être le point de départ de troubles fonctionnels, voire des fameuses maladies de civilisation. Donc tout ça, c'est passionnant parce que ça fait dresser encore une fois la notion de contexte, en fait, et pas de vérité absolue. Je reprends un chiffre que tu as dit dans mes recherches. Tu as dit, donc je sais pas si le chiffre est à débat, qu'on avait seulement évolué de 0,01% en 10 000 ans. Donc, ce qui peut expliquer pas mal de choses que tu nous partages. Et en même temps, je vais rebondir sur un truc. On m'a parlé du lait, mais est-ce que ça vaut aussi pour les laitages, par exemple? Est-ce que ça vaut aussi pour tout ce qui est à base de, par exemple, lait de brebis, lait de chèvre? Est-ce que ça vaut pour tous les laitages? Parce que finalement, je te charriais un peu tout à l'heure en te titillant, quoi, mais si on mange pas de blé ni de laitage, finalement, on est à l'abri déjà de pas mal de problèmes. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on a la nécessité de tous les enlever chez tout le monde? C'est plus là que se pose pour moi la question quand on rentre dans une personnalisation. Et encore une fois, ce qui est certain, c'est que tout le monde a intérêt à en consommer avec modération si la personne veut en garder. Après, la question de l'éviction totale, pour le coup, pour moi, elle devient très individuelle, quoi. Dans le lait de chèvre, le lait de brebis, là aussi, il y a plusieurs sujets. Par exemple, dans le cas des caséines par rapport au lait de vache, donc de bovin, on n'a pas les mêmes types de caséines, et on a pas mal de publications aujourd'hui qui nous montrent que, en fait, dans les caséines, on a ce qu'on appelle des bêta-caséines A1 et des bêta-caséines A2, et c'est notamment les caséines A2 qui sont impliquées, et on se rend compte que dans les laits de chèvre et de brebis, on a des caséines, mais qui sont moins impliquées dans les troubles évoqués. Donc, en fait, il y a des notions de sous-catégories de caséines qui sont à prendre en compte, et on peut avoir d'autres types de protéines qui sont présentes et qui vont davantage en fait poser problème à certains individus par rapport aux caséines. Donc en fait, tu as des personnes qui vont arrêter complètement les laits bovins
pour aller vers du lait de chèvre ou de brebis et qui, au final, vont être encore plus sujets à leurs troubles parce qu'ils sont plus concernés par une autre protéine qui est plus abondante dans ce type de lait. Alors, statistiquement, ça concerne beaucoup moins de personnes que pour les caséines de bovins, mais c'est intéressant de voir qu'encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle. Et par contre, en tout cas, moi, ce que je vais souvent être amené à conseiller quand on a une suspicion comme ça d'hypersensibilité aux caséines, en fait, de manière générale, c'est de supprimer absolument tout produit laitier animal pendant à peu près 6 semaines pour voir déjà s'il y a une amélioration. Et vraiment là, de manière très, très fine, c'est-à-dire faire attention à ne pas avoir je sais pas moi, de fromage râpé dans un plat ou autre et pas uniquement voilà, le produit laitier en tant que tel. Et si ça va mieux, bah là, de réintroduire progressivement et de manière isolée un type de protéine laitière pour voir en fait là où peut être le problème principal chez la personne. Donc ça permet par cette première étape d'éviction de rentrer dans une personnalisation et de voir en fait si déjà dans ces produits laitiers, il y en a un qui peut être intéressant pour la personne, parce qu'effectivement, elle peut être hypersensible à la plupart, et donc bah, de faciliter le quotidien, puisque voilà, ça permet aussi parfois de garder certains aliments que la personne peut apprécier, quoi. Oui, parce que j'allais te poser la question inverse. Quels sont les avantages de consommer du blé et des laitages finalement? Puisque, Ah mais parce ouais, que, à part pour le goût, hein. ouais. Non, et puis encore une fois, je suis pas un Non, non, promoteur. bien sûr, mais parce que là, tu vois, on cite tous les trucs un peu négatifs, et je me dis Ouais. finalement, est-ce qu'il y a quand même un truc positif ou Non, bah, si tu te places dans une logique du fameux calcium, c'est vrai on en a entendu beaucoup parler. Ça commence quand même à être un peu modéré, mais ce fameux conseil de consommer 2 ou 3 produits laitiers par jour. Et c'est vrai que quand tu regardes les méta-analyses, on a notamment 3 méta-analyses qui sont plutôt bien faites, qui montrent qu'on n'a absolument aucune corrélation entre l'apport de calcium des produits laitiers et la prévention de la déminéralisation osseuse, voire de l'ostéoporose. Donc effectivement, il y a, même sur la notion de calcium, on n'a pas aujourd'hui un argument solide pour justifier en fait la consommation de produits laitiers. Donc c'est plus une question d'habitude, de culture pour des personnes qui aiment ces produits-là que de nécessité nutritionnelle. Et encore une fois, quand on se place à l'échelle de l'évolution, le néolithique versus ne serait-ce que le paléolithique supérieur, eh ben on se rend compte que c'est très peu de temps. Donc on a vécu très bien sans produits laitiers pendant très longtemps. Là aussi, quand on parle de l'ostéoporose, et on dit oui, mais on ne vivait pas suffisamment vieux pour créer l'ostéoporose. Alors, on a vu des traces dans le paléolithique et surtout le néolithique d'ostéoporose, mais c'était plus sur de la tuberculose ou des origines infectieuses. C'était pas sur des origines dégénératives comme on connaît aujourd'hui. Et c'était très relatif. Je pense notamment à une publication qui montrait que les femmes du néolithique avaient une minéralisation. Alors, quand on dit néolithique, souvent on se base sur les populations qui vivent encore de manière traditionnelle pour extrapoler des résultats, mais on avait effectivement un début de perte de minéralisation osseuse, mais malgré tout, une densité qui était plus forte que des sportifs masculins aujourd'hui. Donc voilà, cette perte de densité osseuse, elle était quand même très relative. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il n'y a pas un argument aujourd'hui à dire le produit laitier est indispensable dans notre alimentation. On voit qu'avec 700, 800 mg, voire un peu moins de calcium avec une dominante végétale, où en fait on va avoir un contexte de nutriments qui vont favoriser en fait la trame osseuse, que ce soit sur les polyphénols, la vitamine C, les sels organiques et pas que le calcium. On peut avoir donc un état de santé osseux qui sera tout aussi bénéfique, voire davantage qu'à manger 2, 3, 4 produits laitiers par jour, sans parler même des effets potentiels de l'excès de calcium. Donc, je te rejoins au sens où non, aujourd'hui, il n'y a aucune nécessité à consommer des produits laitiers. Et pareil pour le gluten. Là aussi, on a eu pas mal de publications qui montraient les effets délétères potentiels des régimes sans gluten, sauf que à chaque fois, quand on creuse un petit peu ce qu'on appelle le design, c'est-à-dire
la façon dont ont été menées ces études, on se rend compte que c'était des personnes qui, en général, soit n'avaient pas un équilibre alimentaire de manière générale et donc ne compensaient pas l'absence de blé ou de céréales qui contenaient du gluten par d'autres formes de glucides à faible charge glycémique, etc., qui font que on peut tout à fait se passer de ces céréales à base de gluten. Et surtout, c'est les personnes qui consommaient des aliments ultra transformés. Et je pense notamment à une publication où on avait montré qu'il y avait, alors, je crois de mémoire, c'est 70-71% d'arsenic en plus chez les gens qui mangeaient, alors c'était des Américains dans la cohorte, qui mangeaient sans gluten. Et effectivement, pour une simple et bonne raison, qui est que en mangeant des produits sans gluten ultra transformés, en fait, ces personnes achetaient des produits à base de farine de riz. Et on sait que dans le riz, aujourd'hui, il y a malheureusement pas mal d'arsenic. Et donc, on avait une augmentation des taux d'arsenic, absolument pas parce qu'on mangeait sans gluten, simplement parce que les personnes basculaient leurs habitudes alimentaires d'aliments ultra transformés avec du blé vers des aliments ultra transformés avec de la farine de riz. Et on a comme ça pas mal d'autres publications où en fait, il y avait énormément de facteurs de confusion, de biais, qui ont été beaucoup utilisés par les comment dire, les anti ou pro gluten, comment dire, les pro je sais pas comment Ouais, dire, les pro-gluten pour dire voilà, que... les pro gluten, on va dire ça exactement, alors que ça tenait pas la route. Donc aujourd'hui il y a aucun argument pour dire que des céréales qui contiennent du gluten doivent être présents dans l'assiette, que ce soit pour la santé ou du sport de manière générale. Le tout c'est de savoir par quoi les remplacer quand tu enlèves une catégorie d'aliments pour être dans un modèle qui est cohérent. Et c'est valable pour tout type d'aliments, en fait, hein, au-delà du blé ou des produits laitiers, de manière générale. Ça veut dire qu'on peut pas manger de riz non plus, alors. De toute façon, tu trouveras toujours des arguments Ouais, négatifs. mais parce que tout à l'heure, je te posais la question de Ouais, ouais. qu'est-ce qu'il faut. Et tu vois, bon, là, on a quand même deux catégories d'aliments qui font normalement pas trop débat, faudrait, entre guillemets, pas spécialement consommer. Mais qu'est-ce qu'il en est des autres catégories? Parce que là, le riz, s'il y a de l'arsenic, alors comment on fait? Au final, tout est empoisonné. Ouais. Alors, pour l'histoire de l'arsenic et du riz, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, au sens de l'espèce humaine, parce que c'est beaucoup lié à notre mode de vie, au sens des méthodes industrielles et de culture qui font qu'on se retrouve avec de l'arsenic qui va être plus facilement en fait présent dans du riz, mais pas que, hein. Il y a d'autres cas qui sont concernés, mais en fait, il ne s'agit pas du tout d'arrêter le riz, puisque le riz, dès lors qu'il est consommé de manière modérée, va être vecteur d'un peu d'arsenic, mais comme plein d'aliments, je veux dire, on peut parler du cadmium, du cuivre, du mercure. Tu as énormément de métaux lourds aujourd'hui qui sont présents dans les aliments, simplement dans des quantités qui sont considérées comme acceptables. Le problème, c'est plus quand tu te mets à manger que du riz tous les jours, voire deux fois par jour. Et alors, l'avantage de l'arsenic, c'est qu'il a tendance à pouvoir se solubiliser davantage. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, on le retrouve dans le grain de riz, hein, au moment de la culture. En fait, quand tu dilues ton riz au moment de la cuisson dans un grand volume d'eau, proportionnellement, en fait, tu vas perdre davantage d'arsenic. Et de la même façon, quand tu rinces ton riz avant de le mettre à cuire, là aussi, on estime qu'on peut perdre, en fonction des études, de 50 à 70% de l'arsenic par rapport à une cuisson où tu le rincerais pas et où tu utiliserais uniquement le volume d'eau qui serait absorbé pendant la cuisson. Donc voilà, ça, entre guillemets, c'est des petites astuces, mais le cœur du sujet, c'est plus de se dire, est-ce que j'ai un réel intérêt à consommer, encore une fois, du riz tous les jours ou deux fois par jour? Parce qu'effectivement, on peut trouver plein d'arguments négatifs sur la plupart des catégories d'aliments. Je parlais du cuivre. On voit que chez par exemple, des personnes qui mangent bio, notamment donc au niveau des fruits et des légumes, on a des taux de cuivre plasmatique parfois qui sont un peu trop hauts, tout simplement parce que donc en bio, on va utiliser davantage de bouillie bordelaise qui va être vectrice de cuivre, et donc à manger bio, ce qui est bien sûr un argument intéressant, et on se retrouve avec un contre-effet qui est cet excès de cuivre parce que
la bouillie bordelaise était historiquement utilisée par les viticulteurs ou autres de manière euh, pas experte, mais en tout cas, voilà, ils savaient bien l'utiliser. Aujourd'hui, la bouillie bordelaise, elle est utilisée partout et beaucoup trop, et on se retrouve avec justement cet excès de cuivre. Certains pays, d'ailleurs, en sont aujourd'hui à ne plus utiliser la bouillie bordelaise pour cette raison, parce que c'est problématique pour l'homme, mais c'est problématique aussi pour l'écosystème de manière générale. Alors voilà, et puis on pourrait enchaîner sur l'aluminium et le thé. En fait, j'aurais une question, c'est qu'est-ce que je peux manger en quantité en minimisant les risques? Car moi, j'ai une hypothèse de réponse, mais je te laisse donner une Ouais. réponse. Parce que, imaginons, donc, il y a beaucoup de sportifs qui nous écoutent un peu de tout horizon, donc qui se Mhm. dépensent beaucoup, qui doivent consommer sans doute pas mal de sources glucidiques. Donc, Mhm. tout ce qui est à base de blé, bon, bah, nos outils de prévention, voilà, on a compris. Le riz, là, tu nous dis, bon, c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais à la fin? Je mange que des fruits. Alors oui, mais encore une fois, hein, le riz, je suis pas en train de dire qu'il faut pas en Non, non, consommer. mais tu dis peut-être pas tous les jours, ou peut-être qu'une Voilà. fois par jour, si on est Bah, chanceux, quoi. de manière très générique, déjà, le fait de varier fait que effectivement, tu vas avoir des apports déjà d'un point de vue nutritionnel qui seront eux-mêmes variés. Et puis, si on parle des intrants, des contaminants, qui seront aussi finalement moins importants parce que tu auras plusieurs catégories d'aliments, mais de manière là aussi très simple, d'aller vers des produits bruts qui sont, alors effectivement avec une dominante de fruits, de légumes, de légumineuses, d'oléagineux. On a d'un point de vue nutritionnel énormément d'intérêt. Après, d'un point de vue des contaminants, comme je te dis, ça sera un petit peu au cas par cas. Mais en fait, il n'y a pas un aliment qui va justifier qu'on l'enlève pour des raisons d'intrants chimiques ou de contaminants. Sauf quand c'est des quantités des concentrations qui sont importantes. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire du saumon, des poissons prédateurs avec le méthylmercure, par exemple. Donc là, effectivement, on sait que on est quand même dans des doses qui sont importantes et on a plutôt intérêt à les éviter ou à les consommer de manière occasionnelle. Dans le cas du riz, on sera plus modéré dans la recommandation. Dans le cas du bio, avec cette histoire de cuivre, là aussi, le bénéfice, avoir un produit donc un fruit ou un légume qui a été cultivé de manière cohérente, sera bien plus important que l'inconvénient lié à cette présence un peu plus importante de cuivre. Le problème est plus dans le cumul des éléments en tant que tel, quoi. Donc, je, en fait, ta question est très intéressante parce Ouais, que ouais, parce que je te pousse un peu, c'est pour ça, parce que je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je mange? ouais, en fait, elle est à la croisée de plusieurs problématiques de fond. Je parlais de l'enseignement là que j'avais en Suisse à Polytechnique, et c'est là où je me suis vraiment euh, plongé dans ces contraintes en fait multiples. Et dans les solutions qu'on peut proposer de manière la plus simple possible pour les populations. Et c'est ça qui est difficile, en fait, c'est de faire des généralités pour des populations, parce qu'en fait, en général, la recommandation, elle se fait pour un individu dans un contexte donné. Mais aujourd'hui, on a un regard toxicologique avec des experts en toxicologie. On a un regard nutritionnel avec des experts sur ce sujet. On a un regard écologique avec des experts sur cette donnée. Et au final, chacun est dans son segment de spécialité et ne croise pas les données en fait des autres experts. Et le problème, c'est que quand tu croques dans une pomme ou dans un poireau, eh ben effectivement, tu manges le poireau dans son intégralité, c'est-à-dire avec les données toxicologiques, les données nutritionnelles, les données écologiques. Et donc, au final, qu'est-ce que tu peux faire ressortir comme conseil pragmatique simple? Eh ben, c'est effectivement pas évident, voire parfois on peut ne pas avoir de réponse. Je me rappelle d'une publication, alors c'est pas une publication, c'est un rapport qui est sorti par l'ANSES il y a quelques années, qui en fait, l'ANSES s'était amusé à faire un mini-algorithme entre justement les données toxicologiques et les données nutritionnelles, notamment vis-à-vis des oméga 3, et indiquait que en fait, si on voulait couvrir les besoins en oméga 3, on dépassait les taux notamment de méthylmercure. Il y a d'autres contaminants dans les poissons gras, notamment les PCB, les dioxines, etc. Et si on voulait ne pas dépasser ces seuils, eh ben, on se retrouvait avec des déficits d'oméga 3. Et la réponse a été de dire il n'y a pas de solution.
Or, bien évidemment, il y a des solutions dès lors qu'on revoit la chaîne alimentaire de manière générale. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui qu'en modifiant l'alimentation des animaux, quand c'est des animaux, si on parle des bovins de tout à l'heure, quand ils sont dans des pâturages qui broutent de l'herbe, du foin, eh ben, on va avoir des teneurs en oméga 3 à longue chaîne qui seront plus importantes dans la viande ou dans les produits laitiers que des vaches qui ont brouté des tourteaux de soja voilà, qui sont riches en oméga 6 et qui se retrouvent avec beaucoup d'acide arachidonique encore une fois, dans les produits laitiers ou dans la viande. Donc, en fait, on met en avant une catégorie d'aliments. Là, en l'occurrence, je prenais l'exemple des poissons gras avec les oméga 3, en se disant, c'est notre principale source et on regarde les contaminants associés pour se dire, est-ce qu'au final, c'est un conseil qui est cohérent ou pas? Et on ne prend pas de hauteur, en fait, sur les solutions systémiques qu'on peut proposer pour faire en sorte justement d'avoir quelque chose de cohérent. Et ça amène justement à ce sujet de fond qui est de se dire quel modèle alimentaire on peut proposer qui va être résilient pour l'écologie, pour cette partie de contaminants et cohérent au niveau de la santé. On a quelques publications, on a notamment le rapport ICLAND-7 qui est sorti il y a un peu plus de 3 ans maintenant, qui est un consensus d'experts qui justement parlait un peu de santé planétaire, c'est-à-dire comment on propose un modèle, encore une fois, cohérent au niveau écologique et au niveau nutritionnel. Et on tombe sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une dominante bien sûr, de fruits, de légumes, d'oléagineux, de légumineuses, de céréales complètes, de produits animaux, mais avec peu de bovins, plutôt des œufs, de la volaille, du poisson, pas trop non plus, parce que voilà, il y a plein d'enjeux derrière chacune de ces catégories et je vais pas les développer parce que sinon on pourrait on pourrait passer beaucoup de temps. Mais j'ai juste pour information, là, j'ai sorti un livre il y a à peu près Il y a 3 mois normalement. Ouais. J'ai vu que c'était le 22 février qu'il était sorti. Pas exactement, et qui Du s'appelle bon sens dans nos assiettes. exactement. Et j'en ai un autre là qui est terminé dans la relecture, qui va être publié le mois prochain, qui s'appelle le traité de l'alimentation, la santé, de la pleine santé par l'alimentation durable. Et justement, ça fait 10 ans quasiment que j'ai écrit ce livre-là, que je recherche toutes les publications et les données pour justement répondre à la question que tu m'as posée. Ouais, à toutes tes questions. J'y arrive un petit peu avant de te laisser continuer. Tu parlais des poissons gras. Est-ce que ça veut dire aussi que tout ce qui est sardines, maquereaux, tu sais, qu'on va conseiller habituellement, pareil, t'as plein de polluants et que finalement, le rapport avantage-inconvénient est pas si clair que ça? Alors oui, et si tu rajoutes la contrainte écologique, c'est encore une fois pas si cohérent. Alors par rapport, si tu compares je sais pas, de l'espadon, à du thon, à du saumon, etc., oui, il y aura un avantage à consommer des sardines, des maquereaux, des anchois. Maintenant, d'un point de vue écologique, on est en train de réduire très fortement aujourd'hui ces populations. Et ça reste des poissons qui sont contaminés. Encore une fois, beaucoup moins, mais de manière résiduelle, c'est loin d'être anodin. Et même l'ANSES l'a cité il y a quelques années, alors au départ plutôt pour les femmes enceintes, pour les enfants, après ils ont élargi leurs recommandations. Mais en fait, si tu essaies de concilier, encore une fois, l'aspect écologique, toxicologique et nutritionnel, moi, je recommande pas plus allez, de 2 fois par semaine des petits poissons gras. Si je me mets sur l'angle de la nutrition et des oméga 3, 98% aujourd'hui de la population française manque d'oméga 3 à longue chaîne. Donc d'aller dire aux gens, manger de la sardine tous les jours, c'est très bien. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, si tu essaies d'avoir un regard, encore une fois, systémique, eh ben, donner des sardines tous les jours à quelqu'un, c'est pas cohérent sur ces approches écologiques et toxicologiques. D'où le fait d'être dans un schéma qui va être un peu un compromis. Et tu vas, par contre, renforcer tes apports en oméga 3 sur d'autres sources, notamment avec les œufs. La filière bleu blanc cœur est bien connue parce qu'on donne des graines de lin aux poules. Alors, c'est valable aussi d'ailleurs hein, pour d'autres animaux, mais si on reste sur les œufs, c'est un très bon moyen d'enrichir en DHA, donc sur une catégorie d'oméga 3 à longue chaîne. Donc ça, c'est très bénéfique, d'où le fait
de recommander les œufs pour. Alors, je pense que tu dois être bien au fait. Ouais, bah, j'en mange plein aussi, mais bon, tu fais Voilà. tomber tous mes trucs. Moi, je mange du poisson gras tous les jours, je mange du riz tous les jours, je suis déjà mort, en fait. Eh ben, regarde, je vais te plomber encore plus le moral, parce que si on parle des œufs, on a là aussi pas mal de publications qui nous montrent que les œufs qui sont de poules qui ont été élevés dans les poulaillers familiaux, etc. C'est-à-dire chez Ouais, j'ai vu que c'était sorti là récemment, on en a parlé dans Super Physique Podcast, là, qui sont tous contaminés, quoi, à cause de l'air. Alors, en fait, ils sont plus chargés en dioxine et en PCB. C'est ce qu'on appelle des polluants organiques permanents. Comme le nom l'indique, permanents, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont très peu dégradables au cours du temps, qui sont lipophiles, liposolubles, donc qui se retrouvent dans la graisse du jaune d'œuf et qui sont liés alors au gaz d'échappement, à l'incinération de nos déchets, etc. Donc, ils sont présents dans l'air, qui se retrouvent dans le sol et la poule va picorer ce qui est présent sur le sol. Et quand tu les compares à des œufs de poule qui ont été élevés en batterie, on se retrouve avec davantage de dioxine et de PCB. De là à dire on va aller privilégier les œufs de batterie, bien évidemment non. Mais on voit que il y a pas aujourd'hui une réponse universelle idéale. Il y a des compromis qui vont faire qu'on va essayer de concilier ces enjeux-là pour essayer de proposer un discours cohérent, voilà, holistique. Mais si on veut une solution à long terme et collectif, on n'a pas d'autre solution justement que de revoir en profondeur notre modèle agriculture, c'est-à-dire de culture, d'élevage, agroalimentaire, si on parle de l'industrie agroalimentaire, parce que les solutions, elles sont là. Aujourd'hui, pourquoi on a un problème avec les œufs de poule qui sont plus chargés en dioxine? Tout simplement par le modèle moderne, humain, absolument pas par rapport au sol. Donc, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, au sens de l'homme. Maintenant, ce qui est très rassurant, c'est qu'on a des solutions, on a des réponses, mais ça nécessite en fait une mise en place collective avec des politiques à moyen et à long terme. Et c'est ça on a beaucoup de mal à mettre en place. On le voit bien avec l'écologie, le réchauffement climatique et autres. Et c'est un peu la même chose pour les contaminants. Donc, tant qu'on sera dans une logique court terme, eh ben, effectivement, on n'aura pas forcément de solution pour tout le monde. Pour être dans une solution collective, ça veut dire accepter encore une fois, d'être dans un schéma beaucoup plus systémique, quoi. Et ça, on a du mal. Je te lance sur un dernier truc avant de dériver sur la micronutrition et notamment sur Evonutri, donc je voulais qu'on parle pas mal. Ah oui. Tu parlais des légumineuses tout à l'heure. On entend des fois des idées comme quoi il y aurait des antinutriments dedans, qu'il faudrait pas trop en consommer non plus. Quid des antinutriments? Est-ce que toi, avec ce que tu as pu rechercher, voir, est-ce que c'est plausible comme théorie, ces antinutriments? Alors oui, oui, c'est plus que plausible, c'est une réalité. En fait, c'est des composés de défense en fait des végétaux pour éviter de se faire manger entre guillemets. Donc on a les lectines, alors on parle beaucoup aussi des phytates par exemple ou autres, alors qui sont pas forcément des composés de défense, mais qui sont dans les catégories là effectivement de facteurs antinutritionnels. Alors, c'est là où la notion de personnalisation devient importante. C'est-à-dire que les légumineuses en soi, nutritionnellement parlant, écologiquement parlant, au niveau des contaminants également, c'est plutôt une solution qui est très positive. Les lentilles, les fèves, les haricots secs, les pois cassés, etc. Même au niveau économique, globalement. Donc, on aurait tout intérêt à fortement augmenter en fait la fréquence de consommation. Le problème, c'est que ces antinutriments, ces composés donc antinutritionnels peuvent vite poser problème chez certaines personnes, notamment vis-à-vis de cette muqueuse intestinale dont on a parlé tout à l'heure. Et là, la tolérance, elle est très variable selon les individus. Donc, on a déjà des recommandations de base qui vont être de bien laisser tremper les légumineuses, de les faire cuire assez longtemps, de les faire germer potentiellement, pourquoi pas. On sait que la fermentation, alors là je parle plus pour les farines complètes que pour les légumineuses. En fait, ça, ce sont les 4 critères qui permettent de diminuer un certain nombre d'antinutriments: la cuisson, la fermentation, la germination et le trempage. Maintenant, ça peut ne pas suffire chez certaines personnes qui, en fait, vont cumuler d'autres facteurs d'agression de la muqueuse intestinale,
ont une fragilité particulière, qui fait que chez ces gens-là, pardon, on va peut-être être amené à les conseiller, je dis n'importe quoi, une fois par semaine ou moins, alors que d'autres personnes pourront, en prenant ces précautions, pourront en consommer 5 ou 6 fois par semaine et iront bien. Et Ouais. voilà. En fait, quand je t'écoute, tu vois, je me dis, bah, c'est super, mais je me dis en pratique, quelqu'un qui doit manger, tu sais, qui fait du sport, qui doit manger 3500, 4000 calories par jour, ça me paraît hyper compliqué de varier autant, en fait. Ça me paraît être une organisation folle. Ouais, après, tu as les oléagineux, tu sais, qui sont... Ouais, mais imaginons, voilà, je te donne mon exemple, si j'en mange 150 grammes par jour, ça fait que 900 calories. Ouais. Il en manque 3100. Ouais, ouais. Mais alors, quand je dis ça, c'est pas comme source principale, Non, mais non, mais, tu ouais. rajoutes des huiles de qualité, des fruits, des légumes, des produits céréaliers complets, les légumineuses, les produits animaux, voilà, on en a parlé un petit peu. Tu peux y arriver. Mais Mais au final, tu manges tous les jours, forcément, des légumineuses, du riz, de la viande, du poisson. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, quand tu es sportif, tu vas manger beaucoup, en fait, tu es en train de... Tu vois, je distingue un peu la performance et la santé par rapport ouais, à ce que je crois comprendre. bah, c'est une très bonne remarque, à tel point que tu as aujourd'hui des auteurs qui évoquent le besoin en fait de réduire les apports caloriques individuels à l'échelle des populations pour répondre aux enjeux climatiques. Je pense notamment à Springman et autres qui sont des référents dans le sujet, qui au-delà en fait du modèle alimentaire, et ils parlent de populations sédentaires, en sont à recommander de diminuer d'à peu près 100 kilocalories par jour par individu. Donc effectivement, là, on parle à des gens qui ont 2400, 2500 peut-être calories par jour en termes de dépenses. Et donc quand tu prends un sportif, te dire tu manges 3500, 4000 calories, est-ce que c'est cohérent avec les enjeux collectifs? Eh ben, Ah, c'est c'est un sûr que vrai non. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter le sport, hein, bien sûr, bien entendu, mais en fait, on voit qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une telle impasse, en fait, une telle urgence par rapport à nos comportements des décennies qui viennent de passer, qu'on peut être effectivement amené à avoir finalement une vision assez drastique des choses, et en fait, dans l'absolu, se justifie pas, mais dans le contexte tel qu'on est aujourd'hui, si on veut trouver une solution, eh ben, c'est une question qui est amenée à se poser. Comme d'autres experts sur d'autres sujets vont parler de diminuer la natalité, etc. Ça va très loin hein, dans ces sujets. Mais si on reste sur le côté vraiment de la nutrition, je dis, tu as des experts qui en sont à effectivement conseiller de réduire les apports spontanés moyens. Alors, c'est les moyennes parce que tu as beaucoup de personnes qui vont être en surpoids. On est à 2,3 milliards aujourd'hui de personnes en surpoids dans le monde. Tu as plus de 850 millions de personnes qui sont en état d'obésité. Donc, c'est valable pour cette diminution, elle est valable pour tous à l'échelle statistique. Donc, pour certaines personnes, ça posera pas de souci de baisser de 100 calories. Pour d'autres, peut-être un peu plus. Mais c'est vrai que pour un sportif, de dire, bah, de par ma pratique, j'augmente mes besoins quotidiens de 800 calories, 1000 calories, voire davantage. Eh ben, ouais, c'est un sujet. Mais avant d'en arriver là, déjà, si encore une fois, t'as des glucides de qualité, t'as des végétaux avec les fruits et les légumes, on parlait des oléagineux, des légumineuses, des produits animaux qui sont dans des filières extensives, donc qui vont être aussi plus respectueuses de l'animal, avec une agriculture biologique pour les végétaux, sur des circuits courts, etc. On a quand même énormément de solutions. Donc, on est peut-être parti là dans un discours qui peut paraître pessimiste, voire alarmiste, parce qu'on raisonne de manière systémique et collective, mais dans notre vie de tous les jours, il y a quand même, heureusement, énormément de solutions. Mais effectivement, ça demande quand même une vigilance, une éducation, en fait, une information sur les choix alimentaires qu'on n'a pas forcément tous, quoi. Donc, pour moi, c'est le cœur du sujet, il est là. Il est d'informer, il est d'éduquer les sportifs comme les non-sportifs, hein, les populations de manière générale, justement à l'impact de l'alimentation de manière systémique, c'est-à-dire sur la santé, sur le sport, si on parle des performances, pardon, sur le côté sportif, mais aussi sur d'autres aspects comme ceux qu'on a évoqués là.
Je te lance sur la micronutrition et notamment sur EvoNutri, un algorithme de diagnostic que tu as développé. Mm. Bah, tu le sais, le marché des compléments alimentaires est en plein essor depuis bien longtemps. Avec Superphysique, on a même notre propre marque de compléments. Mais malgré tout, moi, je vois mon pote David qui t'a interviewé sur Limitless Project. Je vois Nico, pareil, qui est venu il n'y a pas longtemps, qui a fait aussi plein de tests pour voir un peu quels étaient ses déficits. On voit des recommandations, voilà, un peu tout. On essaye de faire le moins pire, mais sans avoir les connaissances. Et donc toi, j'ai vu que tu avais donc développé un algorithme avec EvoNutri, et je me demandais justement comment tu as développé cet algorithme et quelle était la pertinence finalement des résultats derrière. Est-ce que ça valait, j'allais dire, pour la majorité des gens qui n'ont pas envie de se faire prélever 15 tubes de sang, une analyse de sang pour voir Alors, justement ces déficits, tout ce qu'on manque, parce que j'ai vu que ça avait l'air assez précis. J'ai pas encore fait le test, mais je pense que je vais le faire prochainement parce que c'est dans ma to-do list, mais ça va l'air assez précis. Donc, comment ça fonctionne? Comment tu as développé ça? Est-ce qu'avec ça, je vais devenir champion olympique? je ne vais pas répondre à la dernière Ah, question. merde. En tout cas, tu pourras mettre toutes les chances de ton côté pour te permettre de l'être si, voilà, si tu as les moyens de l'être sur tous les facteurs. Voilà, je te fais une réponse à la diplomate, entre guillemets, parce que. Non, mais Euh, t'inquiète. mais bah, merci d'en parler. C'est vrai que j'en parle pas souvent. Alors, l'histoire, elle est ancienne. En fait, quand je m'étais installé en cabinet au tout début, donc c'était dans les années 2000, en fait, il y avait pas du tout de système d'automatisation des recommandations, mais simplement de recueil des données, ce qu'on appelle dans notre jargon l'anamnèse. Et en parallèle, j'avais commencé à faire beaucoup de conférences, d'interventions pour des médecins, des professionnels de santé. Et je voyais qu'il y avait un vrai besoin de connaissances à ce niveau-là. Donc, justement, mes patients, les premiers, je les faisais venir avant la première consultation, plus d'une demi-heure avant, pour qu'ils remplissent toute une série de questionnaires pour moi me faire gagner du temps, en fait, au moment du début de consultation, plutôt que de poser beaucoup trop de questions et d'être le plus efficient possible, en fait, dans la consultation. Et je me suis dit, mais en fait, ce besoin-là, moi, je l'ai, et je me rends compte que énormément de professionnels de santé l'ont aussi. Donc, je me dis comment on pourrait trouver un système en fait d'automatisation. Et puis progressivement est venue l'idée de l'algorithme pour non seulement automatiser les données, mais aussi les analyser, les pondérer, les croiser entre elles. Alors on n'en est pas à l'intelligence artificielle qu'on évoque beaucoup aujourd'hui, mais on est dans les balbutiements de ça, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce que on peut venir identifier que le cerveau n'identifie pas forcément parce qu'on a nos propres biais cognitifs, nos propres croyances, hein, même quand on est en cabinet face à un patient. Et l'intérêt de l'algorithme, c'est qu'il réfléchit pas comme ça, il croise toutes les données. Et j'avais fait un premier algorithme dans les 2009 qui avait été lauréat du concours national des entreprises innovantes qui était organisé par le ministère de la Recherche à l'époque. Et donc, ça fait très longtemps que je m'étais penché sur ce sujet. Après, j'ai arrêté pour pas mal de raisons. Et puis, il y a quelques années, en fait, quand j'ai repris, notamment là, j'ai créé un organisme de formation. Et donc, j'avais repris cette idée, en fait, de me dire bah, comment on peut automatiser et faire évoluer l'algorithme que j'avais fait il y a une quinzaine d'années maintenant. Et c'est de là qu'est né EvoNutri. Et si tu veux le tester, alors je te le ferai tester avec grand plaisir. Il faut attendre un peu parce que on a une toute nouvelle version là qui sort dans les prochaines semaines et qui J'ai a vu un que vrai. c'était pas cher, justement, c'est pour ça que j'en parle. J'ai vu que c'était 17 euros. Donc, je me Ouais, suis dit, c'est donné, quoi. Franchement, c'est. ouais, bah, surtout quand tu peux te retrouver avec 80-90 pages de recommandations si tu veux tout. L'intérêt, c'est de prioriser. C'est-à-dire que si tu te retrouves avec 100 pages et que tu sais pas quoi en faire, c'est pas forcément pertinent. Alors, il y a deux versions. Il y a une version qui passe par le professionnel et une version tout public. Donc, quand tu parles de ce prix-là, c'est la version tout public. Et là, on l'a revu depuis plus d'un an, vraiment en profondeur. Et on va avoir un nouveau système qui va être beaucoup plus ludique, beaucoup plus simple en termes de compréhension. Et je dis c'est vraiment l'actu. C'est pour ça que c'est marrant que tu en parles, parce que c'est l'actu du moment, en tout cas, qui va sortir bientôt pour nous. Et donc, l'idée, c'est d'analyser, de pondérer toutes les données d'anamnèse, c'est-à-dire la partie alimentaire, donc toutes les habitudes liées à l'alimentation, toutes
les habitudes écologiques. J'ai créé ce qu'on appelle l'indice, l'empreinte nutritionnelle. Donc, c'est l'impact en fait Tu veux écologique. nous faire culpabiliser, en fait, j'ai bien compris depuis le début. Exactement. Non, je vais vous faire évoluer, c'est pas pareil. Ah. Donc, c'est une fois que tu as le constat, quelle solution positive tu mets en place autour de ça. Donc, après, il y a tous les habitudes de mode de vie, donc l'activité physique, le sommeil, la gestion des émotions, l'exposition aux contaminants, etc. Donc, en fait, c'est un algorithme qui potentiellement a plus de 1700 questions. Donc, bien évidemment, tu n'as pas 1700 à répondre. En fait, c'est le système qui va te sélectionner tes questions en fonction des réponses que tu as apportées. Et au final, on a plus de 70 indices sur tous les micronutriments, les aspects métaboliques, etc. Et justement, c'est construit de manière sous la forme d'indices pour être simple, c'est-à-dire que quand on parle de quantité, de milligrammes, etc., pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc là, tu vas peut-être faire ton premier bilan et tu auras sur l'indice oméga 3, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, une valeur à 56%, et puis tu vas le refaire 2 semaines après, et tu vas monter à 72, et puis 72, etc. Donc l'idée, c'est de mettre en évidence la démarche positive, tout ce qui est constructif, avec des petits conseils qui arrivent très, très régulièrement, mais à partir d'un état des lieux qui se veut le plus objectif possible sur ton mode de vie. Et on y corrèle justement les marqueurs biologiques. Tu parlais de prise de sang. Donc en fait, en données entrantes, c'est-à-dire qu'on recueille, quand la personne connaît ses valeurs biologiques, on recueille ces données, mais on va être aussi, pour la version professionnelle, amené à recommander en fait des explorations au niveau des marqueurs biologiques pour conforter certains aspects. Donc ça se substitue pas à une prise de sang ou autre. Mais est-ce que tu remarques justement une sorte de similarité en ce que montre le questionnaire, justement, donc Evonutri, et les prises de sang derrière? Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, ça mériterait d'être nuancé au cas par cas pour chaque micronutriment. Mais on s'était amusé, entre guillemets, notamment sur des profils en acides gras, sur des statuts de bilan de stress oxydatif et les marqueurs de perméabilité intestinale et autres. En fait, on se rendait compte que les indices, d'ailleurs les résultats, étaient très cohérents avec ce qu'on avait au niveau des résultats de la biologie, de la prise de sang. Donc après, encore une fois, hein, c'est pas parfait, loin de là, parce que le but n'est pas de se substituer à ça, c'est plus d'être complémentaire, et notamment par l'analyse de tout le mode de vie, pour identifier en fait un déficit ou un axe de conseil prioritaire pour une personne donnée, quoi. Ce que je remarque, pour avoir côtoyé pas mal de sportifs de haut niveau, c'est que souvent l'alimentation, c'est un peu vu comme des gains marginaux. Tu sais, tu dois voir comme moi, et c'est comme ça qu'on avait attaqué notre discussion avant le podcast par message, que beaucoup de sportifs, des fois, mangent vraiment, donc tu vois, on parlait de gluten, on parle de laitage, bon bref. Et ils mangent surtout beaucoup, pour certains, des gâteaux industriels, du fast-food de temps en temps, hein, pas tout le temps, mais voilà. Est-ce que toi, justement, avec ton expérience, parce que j'ai vu que tu étais conseiller auprès de certaines fédérations sportives, est-ce que quand tu arrives à mettre en place justement une bonne alimentation personnalisée, donc avec tout ce que tu as pu nous expliquer, tu vois justement des gains de performance qui sont autres que marginaux? Souvent on parle de gains marginaux de 0,1%, voilà, des broutilles. Est-ce que toi tu remarques plus, ou on cantonne quand même l'alimentation aux gains marginaux? Oui, alors tout dépend d'où tu pars en fait et quelle est ta fragilité personnelle et de quelle façon tu vas répondre en fait à un protocole ou à une recommandation. C'est-à-dire que si, imagine, tu as optimisé déjà tous tes facteurs et que tu en es à, moi je parle souvent de la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que effectivement tu es dans ces gains marginaux de 0,1% et autres. Sauf que 0,1%, c'est quand même le temps qui fait que tu vas être qualifié en finale d'un championnat du monde ou d'un Jeux olympiques, quoi. Donc, en fait, ça peut paraître très peu, mais c'est aussi énorme, en fait, rapporté à la densité de performance qu'on peut avoir dans certaines pratiques sportives. Donc, en imaginant que tu es optimisé déjà tous les autres facteurs, oui, là, on peut parler de gain marginal, mais qui peut suffire à faire la différence à du très haut niveau. Et par contre, quand tu as des athlètes qui sont, on parlait d'intestin tout à l'heure, donc qui ont des problématiques digestives à l'effort ou au repos, des problématiques ostéotendineuses ou musculaires, des tendinopathies à répétition, qui vont être tout le temps blessés, qui vont avoir du mal à récupérer, qui vont être sujets aux infections, etc. En fait,
tous ces troubles fonctionnels, ils peuvent, excuse-moi du terme, ils peuvent pourrir la vie du sportif, qui fait qu'il va pas du tout être en mesure d'assumer sa planification d'entraînement. Il va passer à côté de beaucoup de séances. Il va mettre, encore une fois, beaucoup plus de temps à récupérer. Et là, ça peut lui changer la vie parce que, voilà, ne serait-ce qu'au niveau digestif, je parle de la course à pied parce que mon tropisme, c'est plus l'endurance, mais c'est une des facteurs d'abandon qui est un des principaux facteurs d'abandon, les diarrhées, les troubles digestifs à l'effort. Donc, en fait, un athlète qui va être capable de ne pas avoir de troubles digestifs à l'effort, eh ben, c'est pas 0,1%. Ça peut lui permettre ne serait-ce que de terminer sa course, voire de la gagner parce qu'il était meilleur que les autres, sauf qu'il n'arrivait jamais jusqu'au bout. De la même façon, un athlète qui tombe tout le temps malade, qui fait des infections à répétition, qui a une candidose, bon bref, je donne plein d'exemples, bah, tu travailles sur cet aspect, c'est très loin d'un gain marginal, hein. En fait, tu le mets dans un contexte d'optimisation de ses capacités. Et moi, j'aime beaucoup cette définition de la performance, qui est l'optimisation de toutes les fonctions physiologiques qui auront répondu favorablement aux adaptations attendues de l'entraînement. Parce que ça veut dire que concrètement, quand tu fais un effort musculaire, tu crées un stress hormétique. Je pense que voilà, ce terme d'hormèse, tu dois bien le connaître. Ouais, mais pas de souci. Tu crées cette désadaptation, et cette désadaptation va être le point de départ justement d'une amélioration des capacités métaboliques, physiologiques, etc., qui font que l'individu va améliorer sa performance. Et donc, ce principe d'Hormèse fait que tu peux vite basculer du schéma positif à la désadaptation. Et donc là, la nutrition, elle joue un rôle extrêmement important. Et en fait, c'est juste placer l'individu dans un contexte qui est optimal pour lui permettre de répondre favorablement au stress hormétique que tu impulses par l'entraînement ou par l'activité musculaire de manière générale. Et là, on peut être beaucoup plus loin que dans le gain marginal. Mais voilà, ça dépendra encore une fois d'où tu pars, quelle est ta problématique et quelle est ta fragilité personnelle, quoi. Deux questions. On parle beaucoup de mal de ventre pour dire voilà pour dire je tolère pas tel aliment, tel aliment. Est-ce que ça veut dire que si je mange n'importe quoi, ça veut dire que je tolère bien ce que je mange et j'ai pas de soucis? Et la deuxième question, donc c'est la suite, c'est est-ce que tu remarques justement de grandes différences de solidité entre les individus d'un point de vue nutritionnel? Tu vois, à titre d'exemple, si je mange une saloperie, un truc industriel, moi je le sens. Alors bien sûr, il y a l'aspect psychologique dans lequel je veux parler juste après, mais j'ai l'impression quand même que je sens que ça m'inflamme, j'ai des petites douleurs. Voilà, je te laisse répondre à ces deux premières questions. Ouais. Pour la première, c'est toujours l'histoire du sportif qui fait n'importe quoi et qui est champion du monde. Et effectivement, c'est un athlète qui a pas besoin d'aller optimiser d'autres facteurs périphériques que l'entraînement parce qu'il a des capacités telles qu'il peut être meilleur que les autres. Mais c'est pas pour autant qu'il est dans un schéma qui est optimisé sur le critère de la nutrition ou sur d'autres facteurs, sur le sommeil, etc. Donc, quelqu'un qui, si on prend l'exemple que tu donnais là sur les troubles digestifs, qui mange n'importe quoi et qui a pas de soucis digestifs, c'est pas pour autant qu'il n'a pas d'altération sur des fonctions qui sont la partie invisible, en fait. Moi, je parle pour beaucoup cette partie invisible de l'iceberg, c'est-à-dire que il y a ce qu'on voit, qui est la petite partie, et il y a ce qu'on voit pas, qui va être le point de départ en fait de ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, donc qui est une inflammation qui est pernicieuse, qui est latente, qui est même pas forcément visible par la biologie quand on fait une prise de sang, même des CRP-US, etc. sont pas forcément suffisantes pour l'identifier, mais elle est bel et bien là. Et donc cette personne, progressivement, elle est en train de construire un petit peu cette inflammation. Ça va être le terreau d'une désadaptation qui fait qu'à un moment donné, encore une fois, elle aura peut-être pas mal au ventre, mais elle aura peut-être des tendinites à répétition, elle aura peut-être des infections virales à répétition, elle aura des variations d'humeur, elle sera plus irritable. Bon, bref, on peut imaginer plein de situations qui font que, en fait, on rattache pas le modèle alimentaire au trouble qu'on imaginerait comme le plus probable, en fait, par rapport à ce qu'il fait, mais qui peut bien évidemment poser problème. Donc, en imaginant qu'on a un athlète qui mange n'importe quoi et qui aille très bien partout, ça veut dire qu'il a quelque part une chance extraordinaire. La question, c'est jusqu'à quand? Et je donne souvent aussi cet exemple d'une bougie, c'est-à-dire que t'en as qui naissent avec
une très longue bougie et qui vont la consumer très lentement, voire pour d'autres très vite, donc la bougie de la vie, entre guillemets, et d'autres personnes qui vont naître avec une toute petite bougie, mais qui vont la consommer très 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 lentement, et qui au final se retrouveront à 80 ans avec plus de bougies que la personne qui avait une très grande bougie et qui l'a consumée très vite. Donc il y a une part génétique, il y a une part de prédisposition qui fait que ça, on peut pas le moduler. On a tous un capital différent là-dessus, et c'est un des critères, bien sûr, de performance dans le très haut niveau. Et on a tous les facteurs épigénétiques, environnementaux, qui font que, on va décider de de ce qu'on va faire de ce capital. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de problématique physique à court terme sur ce qui nous paraît le plus évident par rapport à notre habitude que ça va pas être le point de départ d'une désadaptation à long terme. Donc là, je sais pas si ça répond un peu à ta... Si, ça répond bien. Et ta deuxième question, rappelle-moi, tu m'as dit? Mais non, c'est sur la solidité. Ah oui. Est-ce que tu avais des grosses différences? Tu as remarqué, toi, justement, à haut niveau, des grosses différences entre les individus en termes de solidité? Oui, alors, tu vois, ça dépend ce que tu utilises, ce que tu entends derrière le terme de solidité. Ressentir des effets négatifs de la malbouffe. Parce que t'as l'impression, moi, je me souviens quand j'étais gamin, tu sens pratiquement aucun effet négatif. Tu as même l'impression qu'en mangeant, je caricature un peu, mais tu manges 2 hamburgers avec des frites, tu dis putain, je suis en super forme le lendemain. Avec les années, tu sens que tu es plutôt en sous-forme le lendemain, quoi. Et d'autant plus que tu es re-rentré dans un modèle cohérent. C'est-à-dire que c'est comme la personne qui est sédentaire. Et en fait, tu vas lui dire d'aller faire 1 heure de footing, ça va lui paraître pas forcément agréable, voire pour certains infaisable, etc. Et elle se sent très bien en étant sédentaire. En fait, elle te dit, mais pourquoi j'irais courir? Parce que je suis bien comme ça. Et en fait, le curseur de la normalité, c'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'à force d'être devenu sédentaire, c'est devenu la zone de confort de la personne. Et ce qui va créer l'inconfort, c'est l'activité, et ce qui va être peut-être déplaisant à un moment donné. Et donc, tu as comme ça, au niveau alimentaire, de la même façon, des personnes qui s'inscrivent dans un schéma alimentaire, tu parlais de burgers, etc., qui font que peut-être qu'ils vont bien pour l'instant, peut-être qu'ils s'aperçoivent pas de la corrélation entre ce qu'ils mangent et certains troubles voilà, qui leur viennent pas à l'esprit à ce niveau-là, et qui disent, bah oui, je vois pas pourquoi je changerais. Par contre, à partir du moment où tu as conscientisé ça, à partir du moment où tu as réformé, comme quand tu es sportif et que tu te mets à faire régulièrement d'entraînement, bah, tu en as besoin, tu es bien, et le jour où tu arrêtes, tu pas bien. Bah là, c'est pareil, si toi, tu t'as mis en place une hygiène alimentaire de qualité et que bah, tu te mets à manger entre guillemets n'importe quoi, tu vas pas être bien, mais simplement parce que tu as déplacé ton curseur, ou plus exactement, tu l'as replacé dans un environnement qui est physiologiquement cohérent. Et dès que tu sors de ce curseur, en fait, ça te paraît inadapté, ce qui est une réalité, en fait. Et tu vois, entre guillemets, la réalité de l'un est plus la même parce qu'on s'est habitué à cet environnement. Mais pour la question de la solidité, plus que de solidité, en fait, je parlerais plus des facteurs qu'on va identifier à ce niveau-là. Et c'est là où alors oui, tu as des individus qui sont plus prédisposés, entre guillemets, à mieux supporter certains éléments. Mais je pense que alors, en France, on n'a malheureusement pas de possibilité à titre préventif de réaliser de profilage génétique ou autre. Maintenant, c'est fait dans beaucoup d'autres pays, voire la très grande majorité, et notamment sur les filières énergétiques, par exemple. Et on parle d'un marqueur qui s'appelle l'ApoE, et donc on est soit ApoE2, E3, E4, et on se rend compte que selon ce polymorphisme en fait génétique, on a une capacité à plus ou moins bien utiliser les graisses, à plus ou moins bien utiliser les glucides, et ça s'explique au niveau mitochondrial par rapport à notre évolution au cours du temps. On n'en a pas parlé, mais c'est un autre sujet qui est passionnant. Mais t'en as pas mal parlé avec David, c'est pour ça que j'ai pas voulu. Oui, c'est exactement ce que j'allais te dire. J'invite ceux que ça intéresse à écouter le podcast avec David. Donc, en fait, ça, c'est un marqueur qui est très pertinent au niveau énergétique pour personnaliser en fait le modèle d'alimentation qu'on va proposer. Donc, je ne sais pas si je réponds directement à ta question là-dessus, mais je l'utilise pour se dire qu'effectivement, on peut, en fonction de notre prédisposition,
avoir des recommandations qui sont parfois, entre guillemets, opposées entre, par exemple, un modèle cétogène et un modèle plutôt à dominante glucidique. Et c'est plus là, je trouve, où le profilage génétique est intéressant. Malheureusement, encore une fois, c'est peu utilisé, voire pas du tout en France. Et on le sait, hein, pour les types de fibres, par exemple, donc les prédispositions à certains sports, la capacité à éliminer les xénobiotiques, donc la caféine, etc., les polluants. En fait, c'est des données qui peuvent être très précieuses pour effectivement identifier notre niveau de fragilité ou à l'inverse, notre niveau de solidité, pour reprendre ton terme, et du coup de mettre en place un protocole de mode de vie ou alimentaire qui tient compte de ça, ne serait-ce que dans un cadre de prévention de santé, sans même parler de performance, quoi. Je reviens sur le mal de ventre. Euh, Tu vois, il y a des gens qui peuvent manger donc de la malbouffe et puis ne pas avoir mal au ventre. Et puis dès qu'ils se mettent à manger des légumes, ils ont mal au ventre. Alors moi, j'ai bien aimé ta recommandation justement, que je cite, c'est le podcast Limitless Project de mon pote David, où tu recommandais de consommer 1 kilo de légumes par jour. Je trouvais que c'était assez pratique, assez parlant. Mais il y a plein de gens qui vont se mettre à manger ça et qui vont avoir mal au ventre à crever. Alors, est-ce qu'ils sont pas faits pour les légumes, finalement? Est-ce qu'ils n'ont pas cette résistance les gènes pour les légumes, est-ce qu'ils n'ont pas adapté aux légumes? Qu'est-ce qui se passe, Ouais. Anthony? Alors, on n'a pas ma connaissance de gènes des légumes, peut-être qu'on le saura plus tard. Mais par contre, et ce que j'expliquais voilà, effectivement dans le podcast avec David, c'est que quand on regarde les modèles plus ancestraux, plus traditionnels, on est même à 1,6 kg en fait, de fruits et de légumes. Mais aujourd'hui, si tu fais ça, t'as le ventre Moi, si je fais ça, j'ai le ventre massacré, hein. Je peux plus bouger de la journée. Ouais, alors justement, en fait, c'est là où je te parlais du curseur de la normalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui dans son enfance, dans sa vie adulte, etc., bah, finalement, a peu consommé de glucides de manière variée, notamment des glucides fermentescibles. Donc, on parle de certaines fibres alimentaires, d'amidon résistants, etc., bah, aura un microbiote il va pas forcément être à même de bien supporter en fait ces glucides. Plus exactement, le microbiote va utiliser ces glucides comme substrat et produire ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte. Et c'est ce qui va faire que la personne est ballonnée, qu'elle a des gaz, qu'elle est pas bien. Mais en soi, en fait, c'est des médiateurs qui sont extrêmement intéressants pour plein de facteurs qu'on a largement sous-estimés. C'est vraiment quand je parle de médiateurs, c'est des éléments de signalisation cellulaire qui sont très, très intéressants. Donc en soi, c'est quelque chose de positif. Sauf qu'effectivement, le microbiote n'est plus du tout adapté à recevoir cette quantité de glucides et le gap est beaucoup trop important, ce qui crée l'inconfort. Donc dans ce cas-là, en fait, c'est l'histoire de la prédisposition. Effectivement, il y a des personnes avec des empreintes de microbiote particuliers qui font que naturellement, ils vont avoir du mal à tolérer certains glucides au niveau de la fermentation. Et c'est là où on parle des régimes pauvres en FODMAP, par exemple. Mais pour beaucoup de gens, en fait, c'est simplement parce que il y a eu une perte de diversité bactérienne par le mode de vie et par le modèle alimentaire qui font qu'ils sont plus aptes, en fait, à consommer ce qui avant aurait pu être une normalité. Donc dans ce cas-là, en fait, on les réintroduit très progressivement. On peut commencer par le cuit, on va éviter certaines fibres dures comme les choux, les poivrons, les tomates, les concombres, etc., les légumineuses. Et en Mais fait, on mange plus rien. au début. Et justement, progressivement, tu vas identifier ceux qui sont tolérés, tu vas augmenter un petit peu, tu vas passer à du cru, puis tu vas en rajouter deux. Et en fait, je caricature, mais on va rééduquer ton microbiote pour qu'il se tolère à nouveau, en fait, certains aliments que tu avais complètement supprimés de ton alimentation. Et donc, en fait, là, il y a deux facteurs. Il y a la notion de prédisposition, où effectivement, pour certaines personnes, ça pourrait être problématique parce que on sait aussi aujourd'hui qu'il y a des données, des aspects transgénérationnels sur notamment les modèles culturels. En fait, quand tu vis au Japon, quand tu vis en France ou au Danemark, eh ben, on n'a pas les mêmes modèles alimentaires. Donc ça a développé des microbiotes avec des populations qui peuvent être, donc de bactéries qui peuvent être un peu différentes, qui se transmettent de la mère à l'enfant, etc. Et donc, on a effectivement c'est pas une prédisposition génétique, mais c'est une empreinte épigénétique qui s'est installée au cours du temps et une empreinte de microbiote particulier qui fait que ce conseil, il méritera d'être, et c'est ce que je disais à David dans le podcast, c'est qu'il mérite d'être nuancé en fonction de chacun.
Et il y a une autre partie de la population chez qui, en fait, ça ne passera pas tout de suite parce qu'en fait, c'est les habitudes alimentaires des dernières années ou voire décennies qui l'expliquent, en fait. Et là, ça sera l'éducation, en fait, ou la rééducation du microbiote, sauf cas particulier de pathologie, hein, et donc on a les maladies de Crohn, les rectocolites, etc. Bah, je veux dire, il y a d'autres facteurs qui expliquent qu'effectivement, il y a des gens qui seront complètement incapables de manger 800 grammes ou 1 kilo de fruits ou légumes par jour. Donc là, je sors de ce cadre, je parle pour la population générale. Et donc, c'est là où il faudra, c'est comme pour l'activité physique, principe d'Hormèse, c'est-à-dire que on va en réintroduire, mais doucement, pour pas tomber dans une zone d'inconfort qui va être délétère, voire le point de départ d'un abandon d'une réforme alimentaire, parce qu'effectivement, c'est un écart qui est trop important pour le confort de la personne, quoi. Je voulais revenir sur l'aspect psychologique de l'alimentation. Je ne l'apprends pas et je pense que je l'apprends pas à grand monde qui m'écoute aujourd'hui. Mais l'alimentation, pour beaucoup, c'est très émotionnel, c'est très psychologique. En ce sens, d'ailleurs, je te pose la question des athlètes de haut niveau qui pouvaient s'alimenter, de mon propre point de vue, de manière assez aléatoire, plutôt mal, et qui performent. Est-ce que si demain ils se mettaient à manger par rapport à des recommandations que tu ferais après analyse en micronutrition, analyse de sang, Ivonutri, etc. Est-ce qu'ils seraient plus performants ou pas forcément, parce que justement ça impacterait leur plaisir peut-être de manger, ce moment un peu détente. Donc, tu vois ce que J'aurais je veux pas dire? ouais, tout à fait. J'aurais pas de réponse Tu vois, c'est une question que je me pose souvent. Ouais, ouais. Donc, quand je vois plein de reportages, tout ça, je me dis, bah oui, il y a un aspect psychologique, forcément. Mais je me dis, si tu manges pas de saucisson, forcément que tu es plus performant, tu es moins inflammé. Mais je le vis, moi, ça, pour moi, c'est le cas. Pour beaucoup de personnes qui font appel à mes services en musculation, bah, je vois aussi que ne mangent pas de saucisson, c'est mieux. Mais, tu vois, sur des exceptions, sur voilà les champions, est-ce que tu remarques ça, toi qui en côtoies pas mal, voilà, qui est dans pas mal de fédérations sportives, est-ce que tu vois que quand tu mets en place des choses plus saine, est-ce que tu as forcément un gain ou alors il est décompensé par le moins bien psychologique que Ouais, procure tout à fait. l'alimentation? Ouais, mais c'est aussi une très bonne question. Ça me fait penser à il y a quelques semaines. Moi, là, donc je faisais les formations pour les cadres techniques, les entraîneurs de la fédération de triathlon. Et on avait un témoignage en fait d'un ancien triathlète de très haut niveau et justement où les entraîneurs avaient l'occasion de lui parler un petit peu de ce qu'il faisait ou pas dans sa carrière. Et il disait très clairement que pour lui, la nutrition, en fait, il avait pas mis de côté, mais il voulait pas rentrer dans une contrainte trop forte parce que justement, il avait tellement de contraintes liées à l'entraînement, tellement, entre guillemets, de sacrifices, que il se voyait pas en rajouter une couche supplémentaire. En tout cas, pour lui, la balance bénéfice-contrainte allait pas dans le bon sens et ça s'entend complètement. Donc, je dirais que quand tu es dans une logique d'optimisation, de confort, où finalement tu dis, bon, ok, je performe très bien, je vais bien. Si j'optimisais un peu plus ma nutrition, peut-être que je serais encore meilleur. Bah, tu as ce choix possible. Quand tu es dans une logique où tu es atteint d'une pathologie, même tu es sportif et encore une fois, tu te blesses tout le temps, tu tombes malade tout le temps, bref, tu as, un trouble fonctionnel, voire une pathologie qui fait que c'est par la nutrition que tu vas l'améliorer, voire potentiellement la guérir en fonction de la situation, et ben là, ta balance bénéfice-contrainte, elle est largement en faveur de la balance. Donc, on n'aura pas le même discours dans la deuxième situation que dans le premier. Et c'est vrai que bah, quand on mange, c'est notre Madeleine de Proust, c'est pour certains la raclette ou la tartiflette après la séance de ski en plein hiver, parce que voilà, c'est un moment de partage entre copains, dans la famille, etc., qui fait que on mange pas que des calories, on mange pas que des nutriments, on mange voilà, beaucoup de choses au sens où on se retrouve, on partage et on a des souvenirs autour de certains aliments, etc., qui ont bien sûr leur sens. Donc l'idée, c'est pas d'être dans l'orthorexie, du contrôle absolu en fait, de l'alimentation, c'est juste d'essayer d'être
dans l'homéostasie, entre guillemets, c'est-à-dire dans l'équilibre sur tous les facteurs, c'est-à-dire d'avoir connaissance en fait de l'impact de l'alimentation sur la santé ou sur les performances si on parle des sportifs, et de l'intégrer dans une globalité et de se dire, bah, il y a un moment donné, je me fais plaisir. Tu parlais du saucisson, j'en sais rien. Ouais, tu peux jouer des exemples un peu à la con comme Ouais, ça, ouais. hein. Non, non, mais tout à fait. Ou n'importe quel gâteau, etc. Et en fait, le bénéfice de devoir manger ce gâteau ou ce saucisson sera bien plus important que le potentiel effet délétère si je mets de côté, encore une fois, les problématiques de santé, les hypersensibilités, etc. Et ça s'entend complètement. Moi, je faisais une formation la semaine dernière pour des personnes sur du surpoids. Et justement, on parlait beaucoup de cette notion d'écart. Et c'est tout à fait OK. C'est-à-dire que c'est pas le cheat meal comme on l'entend aujourd'hui, qui a été complètement galvaudé. C'est juste de se dire à un moment donné, je me fais plaisir parce que je suis en famille, parce que je partage un apéro entre amis, parce que c'est un anniversaire, etc. Et je profite pleinement de ce moment. J'ai conscience que c'est pas l'aliment nutritionnel de prédilection, mais c'est tout à fait OK parce que ça s'inscrit dans mon bien-être global. Mais ça reste quelque chose d'occasionnel, une exception. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces exceptions deviennent la normalité pour beaucoup. Et ça rejoint les échanges qu'on a eus tout à l'heure sur l'histoire des fruits, des légumes, etc. Et là, le curseur c'est fortement décalé. Et pour le coup, chez un athlète, oui, ça jouera une différence si c'est saucisson tous les soirs, et puis le McDo le midi, le pain au chocolat le matin, le coca à 4 heures, Mais si etc. je me sens bien avec tout ça. Et ben, ça veut dire que tu serais sans doute probablement beaucoup plus performant voilà, en optimisant ton alimentation. Est-ce que tu as besoin de le faire? C'est l'exemple du champion du monde dont je parle, qui est champion du monde sans faire attention. Est-ce qu'il a besoin d'aller encore plus loin dans sa performance, puisqu'il est pour lui meilleur que les autres? En fait, il y a que lui qui saura répondre à ça. S'il veut détenir le record du monde pendant 20 ans, eh ben, peut-être que oui, il aura besoin d'aller optimiser. Si son intérêt, c'est juste d'être champion du monde et de battre les autres, et qu'en fait, s'il est tellement doué sur les autres facteurs qu'il n'a pas besoin de surveiller son alimentation, tant mieux pour lui. Mais voilà, j'utilise quand même un mail au sens où ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce qui se passe en dessous, ça se construit au cours du temps, à long terme. Et à un moment donné, bah, peut-être que dans sa post-carrière, il aura toute une série de bobos en hit et de troubles fonctionnels et de problématiques peut-être de pathologie qui font que et voilà, il était peut-être pas aussi adapté qu'il pouvait le penser parce que simplement il voyait ça sous l'angle de la performance, quoi. Donc, voilà, je sais pas si ça répond à ta Si, si, question. ça répond très bien. Je voulais justement finir, parce que je t'avais dit 1 heure et demie, je vois qu'on est à peu près au bout et j'ai entendu ton alarme sonner. Tu sors donc un nouveau livre, quand est-ce que ça sort? Oui, bah merci d'en parler. Ouais, c'est celui dont je touchais Bah, quelques on a mots. tous envie de le lire après ce podcast. Je me dis quand est-ce qu'il sort? Quand est-ce qu'il sort? Non, en fait, il sort. Alors, il aurait déjà dû sortir. Alors, il va être disponible normalement le 20 juin, mais il sera en librairie à partir du 4 juillet, je crois. Donc, c'est un livre qui fera plus de 1000 pages. Donc, c'est un bon pavé. Est-ce que ça se lit bien? Est-ce que c'est bien écrit? C'est ça la question. Si ça fait 1000 pages et que ça se lit tout seul, ça va. Mais si c'est compliqué, comment on fait? Eh ben, c'est pas moi qui peux répondre à cette question. Ah, Je te l'offrirai avec plaisir. Tu le liras et ah oui, puis tu bah, je verras le lirai, si, ça c'est sûr. voilà, si ça se lit facilement ou pas. Mais en fait, il y a celui qui est sorti il y a 3 mois, qui s'appelle Du bon sens dans notre assiette, qui est la version plus vulgarisée. En fait, plutôt public. Alors, c'est pas tout public, c'est quand même public sensibilisé. De la version qui est pour moi la vraie version, qui est celle qui sort là, donc le traité de la pleine santé par l'alimentation durable, qui est vraiment le fruit encore une fois, de tout ce que j'ai pu comprendre, rechercher, etc. Forcément, je rentre dans du détail parce que je m'adresse à un public soit professionnel ou en tout cas qui est beaucoup plus avisé que le premier. J'ai essayé, voilà, sans dire que c'est bien, parce que c'est chacun qui se fera son avis, mais effectivement d'avoir une tonalité accessible dans la forme. Par contre, dans le fond, je vais en détail sur pas mal d'éléments, parce que en fait, il y a une telle cacophonie nutritionnelle aujourd'hui que j'ai eu besoin, et c'est ce qui a fait que ça m'a pris 10 ans, c'est que en fait, j'ai décortiqué chacun des sujets, voilà, qui est un peu à la mode en ce moment, en essayant de m'affranchir au maximum de mes propres croyances,
de me baser sur la littérature disponible pour essayer d'en faire émerger quelque chose de cohérent sur cette approche systémique dont je parle depuis le départ. Donc ça demande de rentrer dans la nuance parce qu'il y a rien de blanc ou de noir. C'est ce qu'on se disait depuis tout à l'heure avec les contaminants où je te faisais un peu peur, etc. C'est que il y aura toujours des travers, il y aura aussi des aspects bénéfiques. Donc après, c'est toujours des balances en fait, voilà, qui font qu'on va aller vers un modèle ou un autre. Mais le problème du sportif en particulier, j'ai envie de te dire de l'humain, c'est que on est à la recherche de la solution miracle, du bénéfice court terme. Et plus on a quelque chose qui va nous vanter des performances, si on parle du sportif, plus elles seront grandes, ces promesses, et plus on va y croire, et plus on va y aller. Et en fait, le drame aujourd'hui de la nutrition, c'est que on a un défaut d'éducation, d'information qui est extrêmement important, y compris parfois dans le monde professionnel. Et on est au milieu comme ça d'une pléthore de promesses nutritionnelles qu'on a forcément envie de croire parce que c'est plus facile. Comme si on te dit bah tiens, tu as telle planification d'entraînement, ça te permettra de gagner, je dis n'importe quoi. Faire moins de 2 heures au marathon et gagner les Jeux Olympiques. Bah voilà, et bah forcément, ça va nous faire rêver, on va y aller à condition que ce soit un minimum réaliste. Et ben l'alimentation, c'est pareil. Si on te dit arrête le gluten, arrête les œufs, arrête les huiles, peu importe, et que ça te permettra de gagner, bah t'as envie d'y croire. Si t'as pas l'éducation et le discernement en fait pour nuancer un petit peu ça, tu vas y aller bille en tête et malheureusement avec souvent des effets qui peuvent être délétères. Donc il y a pas de modèle miracle, il n'y a pas de solution à court terme fantastique. Et l'alimentation, en moyenne, on est à peu près 3 fois par jour devant son assiette. Ça fait 80 à 100 000 fois au cours d'une vie où, effectivement, on est acteur de ce qu'on va mettre dans notre corps. Et il ne faut pas oublier que la pomme qu'on croque, à un moment donné, ce sont des nutriments qui vont constituer nos cellules et qui vont faire qu'on va être performant, en bonne santé, ou à l'inverse, on va détériorer un petit peu notre qualité de vie à ce niveau-là. Donc, c'est de le voir de manière beaucoup plus douce, tu vois, au sens, c'est pas du court terme, c'est du long terme, c'est global, et ça nous permet aussi d'intégrer les fameux écarts dont on parlait, etc. Parce qu'il y a pas de dichotomie bien ou mauvais, quoi. Il y a avant tout une réforme de fond, et ça, on a parfois un peu de mal à l'entendre parce que ça nous fait moins rêver que quelque chose, encore une fois, d'hyper prometteur. Mais moi, je crois beaucoup plus à ça, en fait, personnellement, quoi. En tout cas, après 30 ans bientôt d'intérêt pour le sujet, quoi. Il y a des auditeurs qui veulent te contacter. J'ai vu que tu avais un site santé et nutrition. Est-ce que c'est ça le plus simple pour te contacter? Oui, tout à fait. Ouais, il y a une zone de contact qui est disponible et effectivement, c'est soit c'est moi, soit c'est quelqu'un de mon équipe, mais qui me renvoie toujours, de toute façon, le mail ou autre. Donc, c'est un très bon moyen de me contacter. Oui, tout à fait. Oui, j'ai vu, c'est un site où il y avait justement pas mal d'articles et en même temps, il y avait ce que tu proposais en termes de suivi, en termes de formation. Donc, c'est comme ça que je suis un peu tombé sur pas mal de choses que tu fais. Bah, merci en tout cas. Ouais. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas actualisé beaucoup. Je l'abondais énormément. 2021, ta dernière mise à jour, si jamais. Oui, et encore un article je vais pas dire tous les 6 mois, mais je pense qu'on en est pas loin. Après, j'ai eu mes problématiques de santé dont j'ai parlé qui font que forcément, j'étais pas disponible comme je l'aurais voulu. Et puis surtout, il y a eu tout ce temps d'écriture et de recherche pour les 2 livres là dont on parlait. Donc, je reprendrai ça bientôt, mais je ferai une petite pause d'écriture quand même avant. Et bah super. Et ben merci Anthony de ton temps. C'était un plaisir. Et donc, je vais revoir ma façon de manger. En tout cas, j'espère qu'elle sera bénéfique. Oui, non, mais bien sûr. Mais merci en tout cas pour ce temps d'échange. C'est très sympa, quoi. Salut à tous. Allez, à bientôt. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application de podcast d'Apple, mais également sur Spotify. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant,
Je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.